Bismillahirrahmanirrahim. Troisièmement, on conclut le cours de l'endocardite bactérienne. Dans cette dernière partie, on va voir les complications et dernièrement le traitement avec la prophylaxie qui est un titre très important, surtout devant des soins dentaires comme vous allez voir. Toujours tous ces supports sont dans la description comme d'habitude et on conclut notre cours. Donc la première complication, donc on a des complications premières cardiaques et on a des complications extracardiaques. Donc si on vous pose la question, pas seulement les conséquences sont cardiaques, aussi extracardiaques, surtout l'embolie systémique s'il s'agit de végétation qui est immobile, décélable à l'endocarde, à l'écho-cœur qui a été l'examen de choix, n'oublie pas ça. Donc, les complications cardiaques, une endocardite infectieuse peut évoluer vers même une insuffisance cardiaque, un infarctus du myocarde avec trouble de rythme et de la conduction, là voilà, un infarctus du myocarde, toujours. Ces végétations peuvent rentrer dans la circulation coronaire et poser un syndrome coronarien. Tout ça, on va voir dans le chapitre sur l'ischémie, le syndrome coronarien et l'infarctus du myocarde. Aussi, cette dernière, là voilà, des troubles de rythme par la stase sanguine au niveau du cœur. Donc, tout ça sont des complications. Le voilà, une péricardite purulente. Donc, ce que vous voyez là, un syndrome médiastinal, augmentation de l'opacité. Donc, ça nous fait rappel à la pneumologie, une augmentation de l'opacité médiastinale qui est en faveur d'un épanchement péricardique. Là, voilà, c'est une péricardite purulente. Si vous avez une endocardite et vous avez cet aspect-là au téléthorax, c'est une péricardite purulente évolutive. Et c'est parmi les critères de gravité, c'est une complication grave. Ou bien, un abcès qui est la collection de pus intracardiaque. Donc, soit la péricardite, inflammation des deux feuillets péricardiaques, bien du péricarde, ou bien l'abcès au niveau de la cavité intracardiaque elle-même. Donc les complications majeures cardiaques, je répète, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, tout ça c'est grave, trouble de rythme, trouble de conduction, péricardite, voire même un abcès intracardiaque. Et ce n'est pas les seules complications, vous avez aussi des complications extracardiaques. Donc le voilà toujours, c'est la collection de pus, l'abcès intracardiaque toujours à gauche dans l'illustration. D'autres complications, toujours là voilà un abcès. Donc d'autres complications, c'est ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, c'est une embolie systémique. Ce qui est en rouge, ce sont des végétations qui ont migré ou au niveau de la circulation sanguine totale, ou bien systémique. Si cette végétation va migrer au niveau de l'artère carotide, elle va vous donner un AVC, un accident vasculaire cérébral qui peut être mortel, une ischémie aiguë du membre. On a un chapitre sur ça, sur la pathologie vasculaire, un infarctus rénal ou même un infarctus splénique. Donc j'insiste sur cette première phrase. Si on vous pose la question, quelles sont les complications extracardiaques majeures, premièrement, vous allez évoquer l'embolie systémique. Je répète, l'AVC, vous allez cocher ça, l'ischémie aiguë du membre, si cette dernière migre vers les membres, bien les vascularisations du membre inférieur. L'infarctus rénal, le rein il est très susceptible à développer un infarctus. Ça vous avez vu dans votre anatomopathologie. Ou bien même un infarctus de la rate. On dit qu'il s'agit d'un infarctus splénique. Donc les organes susceptibles de développer l'infarctus sont le système nerveux central, AVC. Les membres inférieurs surtout. Le rein et la rate avec les deux infarctus spléniques et rénal. Aussi, d'autres complications que vous avez vues au niveau du module de neurologie, c'est l'abcès cérébral, un abcès rénal et même un abcès splénique. Donc, infarctus peut évoluer, peut compliquer par un infarctus. Aussi, vous pouvez noter les glomérulonéphrite, donc le streptocoque. Donc, vous pouvez consulter la playlist de néphrologie. Le streptocoque, il est incriminé aussi comme un agent pathogène dans la pathologie glomérulonéphrique. Donc, une glomérulonéphrite dit surtout au streptocoque. Un AVC hémorragique par rupture d'un anévrisme mécotique et on n'oublie pas les rechites et les récidives. Si un patient il a eu une endocardite bactérienne, il a aussi de la chance de redévelopper. Les récidives sont fréquentes. Donc, notez ce terme-là dans un contexte clinique. Si le patient il a des antécédents d'endocardite, si ce patient il est porteur de pathologie valvulaire ou bien de prothèse cardiaque, il est en train, ou bien il peut développer tous les symptomatologies qu'on avait vues précédemment avec les complications qui peuvent être cardiaques ou extracardiaques.
Donc j'espère c'est clair jusqu'au là. Maintenant, on va aborder les deux derniers titres qui est le traitement et la prophylaxie. Donc pour le traitement, donc je répète, c'est une pathologie grave. Faites attention dans vos réponses. Donc le traitement, il comporte 2 antibiotiques, pas un. Premier point à retenir. Le traitement d'une endocardite bactérienne comporte 2 antibiotiques qui sont, faites attention, bactéricides, pas bactériostatiques. Deuxième condition. Et la troisième condition, c'est que ces dernières doivent être en IV, en injection veineuse. Donc pas Péros, la forme galinique. Faites attention, on administre le traitement de l'endocardite bactérienne comme tout traitement d'urgence par voie intraveineuse, pas un, mais 2 antibiotiques qui sont bactéricides. D'abord, cette phrase témoigne de la gravité de l'affection. Donc 2 antibiotiques bactéricides en intraveineux dans la voie d'urgence pour lutter contre cette pathologie. Cette dernière, cette antibiothérapie, elle doit être précoce. Aussi, parmi les conditions, elle devrait être prolongée. Donc, c'est pas une... Normalement, la durée d'une antibiothérapie, c'est de 7 à 10 jours. Tout ça, c'est de l'infectiologie. Donc, en cas de germe banal, bien pas grave comme l'endocardite, comme dans l'endocardite. Dans l'endocardite infectieuse, le traitement peut durer de 30 jusqu'aux 40 jours. Et, troisième condition, on associe les aminosides, ils sont associés pendant 14 premiers jours de ce traitement. Donc, si on vous pose la question, les conditions d'un traitement d'une endocardite bactérienne, il comporte premièrement 2 antibiotiques. Première condition, bactéricide par voie intraveineuse. Tout ça sont des conditions obligatoires pour le traitement. Le traitement il devrait être le plus précoce possible. C'est pour cela, on revient à la phrase, toute fièvre chez un patient déjà connu, cardiopathe ou valvulopathe, c'est une endocardite bactérienne. Jusqu'aux preuves du contraire, on administre notre antibiothérapie, on n'attend pas, ou bien on ne s'amuse pas à rechercher d'autres diagnostics. Traitement précoce, prolongé 30 à 40 jours. Et autre condition, c'est que les aminosides, en association, pendant les 14 premiers jours de ce traitement. Cette plaque est à retenir par cœur. Donc, lisez-vous bien vos cas cliniques pour répondre et rechercher si ces conditions-là ils sont complétées pour que le traitement soit adéquat à la pathologie. Donc là voilà, selon le germe, donc c'est pour cela qu'on avait insisté sur l'hémoculture et rechercher la porte d'entrée pour définir quel germe il est là. Donc les 2 majeurs germes sont le streptocoque et le staphylocoque. Ces derniers peuvent être sensibles ou peu sensibles. C'est pour cela, je répète, l'antibiogramme, il est fait de façon qui est systématique. N'oubliez pas tous ces termes-là, peuvent être des questions posées. Donc, premier cas, si vous avez un streptocoque, donc là voilà la voie intraveineuse. Si vous avez un streptocoque qui est sensible, la pénicilline G à dose de 200 000, 300 000 unités par kilogramme par jour peut être administrée. Ou bien, donc là voilà la pénicilline G, je répète, par voie intraveineuse toujours. Faites attention à ce piège, pas de forme galinique Péros. Tout est administré par voie intraveineuse, par voie d'urgence. D'autres cas, c'est l'amoxicilline, 100 à 150 mg par kilogramme par jour. Et toujours, faites attention, une association aux aminosides. Donc l'aminoside qui est administré par voie intraveineuse. Donc ça, vous avez vu en 3e année dans la bactériologie. C'est tête de liste, c'est le gentamicine en intraveineux, 3 mg par kilogramme pendant les 14 premiers jours, comme on a vu dans les conditions de traitement. Donc premier cas, s'il est sensible, ce streptocoque, il est sensible à la pénicilline G, G est sensible. Donc pénicilline, amoxicilline par voie intraveineuse, bien sûr, avec association de gentamicine. Le deuxième cas, s'il s'agit d'un streptocoque qui est peu sensible ou il s'agit d'un entérocoque, donc porte d'entrée digestive, c'est pour cela qu'on insiste sur les portes d'entrée, qu'est-ce qu'on va faire? On administre le même traitement, mais on va augmenter la dose. Pour la pénicilline G, on va passer de 200 à 300 jusqu'au 300 à 400 000 unités par kilogramme. Ce germe, il est peu sensible. On augmente la dose de cet antibiotique bactéricide pour avoir de meilleurs résultats. Pour l'amoxicilline, on augmente la dose. Donc, on passe de 100 à 150 jusqu'au 150 à 200 mg par kilogramme par jour d'amoxicilline. Et bien sûr, en gardant toujours
la gentamicine 3 mg par kg pendant les 14 premiers jours comme les conditions. Donc premier cas, streptocoque, heureusement il est sensible à deux molécules, pénicilline G et de l'amoxicilline, pénicilline A. Selon le cas, selon la sensibilité, selon l'antibiogramme, on définit la dose. Donc j'espère que c'est clair pour les deux premières lignes ou les deux premières colonnes de ce tableau. Maintenant, s'il s'agit du deuxième cas, donc là voilà la gentamicine. S'il s'agit deuxième cas qui est, faites attention, le staphylocoque, je répète, devant une porte d'entrée cutanée, cathéter, toxicomanie, là le traitement va différer un peu. Donc au lieu de la pénicilline G et d'amoxicilline, on passe à l'oxacilline qui est l'antibiotique de choix contre le streptocoque en cas d'infection ou bien d'endocardite. Donc l'oxacilline, 150 à 200 mg par kilogramme. Si ce dernier il est sensible, le staphylo, le SARM peut poser un problème là. Staphylo c'est un germe résistant malheureusement si ce dernier se développe au niveau hospitalier. Consultez-vous le cours des infections nosocomiales, c'est toujours disponible dans la playlist d'infectiologie. Ce dernier il est très résistant. Donc si le staphylo il est sensible, l'oxacilline c'est le traitement de première intention en association bien sûr avec les aminosides, gentamicine toujours. Condition là à ne pas oublier pendant les 14 premiers jours de traitement. Si ce dernier, si vous avez un staphylocoque qui est peu sensible, toujours à déceler dans l'antibiogramme, on va passer à une molécule qui est plus puissante. Donc on passera de l'oxacilline au vancomycine. Si vous vous souvenez de votre cours d'antibiotiques, vancomycine c'est un glycopeptide, c'est un traitement de dernière intention, ou bien c'est un traitement de dernier recours contre les coxigrammes positifs. Donc vancomycine à dose de 30 mg par kg, toujours en association avec l'aminoside ou le gentamicine 3 mg par kg. Donc streptocoque sensible, pénicilline G. Streptocoque peu sensible, on augmentera la dose. Aussi l'amoxicilline peut être indiquée. Deuxième cas, s'il s'agit du strepto ou bien staphylocoque, c'est un peu tricot. On a le recours à l'oxacilline si ce dernier il est sensible. Mais s'il est peu sensible ou il témoigne ou bien il présente des signes de résistance, on passera au vancomycine. C'est une molécule très puissante. On ne risque pas que cette endocardite évolue ou bien donne des complications. On passera au vancomycine, au glycopeptide, aux molécules de dernier recours. Un autre cas, si l'hémoculture elle est négative, donc pas de streptocoque, pas de staphylocoque, donc qu'est-ce que vous allez passer? Donc là, vous allez introduire d'autres molécules qui sont plus puissantes. Donc en association de la vancomycine, vous allez associer l'aminoside, plutôt la rifampicine, vous allez voir ça. Donc aminoside plus vancomycine, ou bien on passera à la triade. Vancomycine, aminoside qui est le gentamicine avec la rifampicine, ou bien on passera à d'autres molécules qui est plus puissantes, donc les céphalosporines de troisième génération. Là, on est en train de suspecter les grammes négatifs. Donc, grammes positifs, les molécules majeures, pénicilline G, amoxicilline, oxacilline, vancomycine. Donc, strepto et staphylo, j'espère que vous savez que ce sont des germes grammes positifs. Si l'hémoculture est négative, on suspecte les germes grammes négatifs. Et là, on passera aux céphalosporines, les aminosides et en association aussi des rifampicines, des germes, on répète, germes banals ou bien des germes non classiques, non habituels ou bien des germes à grammes négatifs. Donc, ce tableau, il est à retenir. Donc, selon le cas, selon l'antibiogramme, c'est à décider, soit pénicilline, amoxicilline, oxacilline, vancomycine ou des germes irréguliers ou des germes inhabituels. Ça, c'est pour le traitement médical. Et c'est pas la seule méthode ou bien c'est pas la seule modalité de traitement. On peut avoir dans certains des cas un traitement chirurgical. Ça nous fait rappel aux valvulopathies. Donc le traitement chirurgical aussi, il peut être indiqué en urgence en cas. Notez-vous bien ces trois conditions. Premièrement, s'il s'agit des végétations menaçantes, donc végétation très mobile, de grande taille qui peut causer une embolie systémique. Donc le traitement d'urgence là, c'est chirurgical. Donc végétation menaçante, volumineuse, voire mobile, indication chirurgicale. Une insuffisance cardiaque
qui est réfractaire au traitement. Donc, en cas d'échec de traitement médical, on passera au traitement chirurgical, enlever ces végétations par manœuvre chirurgicale. Ou bien, si le terme, ou bien s'il s'agit d'une résistance au traitement antibiotique bien conduit. Si vous avez administré le traitement selon le protocole bien illustré dans le tableau, et ça n'a pas marché, vous allez passer au traitement chirurgical devant un germe qui est résistant, surtout le staphylocoque multirésistant ou bien le SARM. Consultez-vous la playlist de bactériologie pour plus d'informations sur les bactéries multirésistantes. Donc, végétation menaçante, insuffisance cardiaque ou bien une lésion valvulaire grave, ça nécessite un traitement chirurgical, surtout valve aortique. Donc, une indication à une valvuloplastie. Donc, mais d'une prothèse valvulaire, s'il s'agit d'une insuffisance surtout aortique grave ou insuffisance mitrale de grande abondance, ou bien la résistance, surtout devant SARM, staphylocoque multirésistant. Les traitements associés. Donc, toujours traiter les portes d'entrée. Donc, là, voilà une prothèse de valve. Souvent, elle est indiquée en cas de lésion aortique grave, non réparable. Les traitements associés, donc, traiter la porte d'entrée. S'il s'agit d'une porte d'entrée ou bien un cathéter, c'est à enlever. Toujours, on répète, c'est le cours des infections nosocomiales. Traitement de l'insuffisance cardiaque. Si la valve est défaillante, elle est à remplacer, comme on avait vu dans l'illustration. Et là, il ne s'agit pas d'une indication des anticoagulants, mais on a cette indication-là dans quelques indications formelles. Dans certains cas, on peut administrer un traitement anticoagulant. Tout ça, c'est du traitement en association d'une antibiothérapie ou un traitement chirurgical. Donc, enlevez le cathéter, traitez vos portes d'entrée et dans certains des cas, vous pouvez administrer des anticoagulants. Dernier titre, donc la prophylaxie. Donc, mieux prévenir que guérir. Donc, une antibiothérapie prophylactique, elle doit être réalisée, ça c'est à retenir. En cas de geste à risque, toujours chez un porteur de cardiopathie à risque. Et je répète, les gestes souvent sont, faites attention, donc des soins dentaires. Donc, devant des soins dentaires, premièrement, vous pouvez administrer, donc c'est illustré dans le tableau, donc en cas de soins dentaires ou bien un acte par voie aérienne supérieure ou un acte ambulatoire, les molécules à administrer, c'est premièrement l'amoxicilline, donc cette fois la Péros, pas en IV, c'est pas de l'urgence, c'est un traitement prophylactique. Donc, si on a un geste dentaire ou bien un acte sur les voies aéro-supérieures qui est une porte d'entrée ORL, j'espère que vous vous souvenez de ça. Donc, on administre l'amoxicilline 3 grammes Péros 1 heure avant ce geste. Ça, c'est à retenir. C'est une question fréquente. Gardez-vous en tête aussi même la posologie. Donc, ça, c'est le premier cas si le patient n'a pas d'une allergie au bêta-lactamine. Si c'est le cas, donc, ça, c'est une phrase qui se répète toujours en infectiologie. S'il s'agit d'une allergie au bêta-lactamine, on passera à l'érythromycine ou la pristinamycine. Donc, qui est le remplacement de l'amoxicilline. Donc, soins dentaires, voie aérienne supérieure, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est voie aérienne supérieure ou dentaire, l'amoxicilline, s'il ne s'agit pas d'allergie, faites attention dans vos cas cliniques, 1 heure avant le geste. Si vous avez dans vos cas cliniques un patient avec des allergies, des antécédents d'allergie au bêta-lactamine, faites attention, on ne veut pas avoir des réactions allergiques ou idiosyncrasiques contre le médicament. Donc, on passera érythromycine, pristinamycine, toujours Péros. Faites attention. IV, c'était en urgence. Péros, c'était prophylactique maintenant. 1 heure avant le geste. Maintenant, le deuxième cas, si il s'agit d'une intervention urogénitale ou digestive, vous voyez à gauche là une cilioscopie. Donc, c'est un geste qui est plus invasif. Là, la prophylaxie, elle est plus chargée. Donc, si le patient toujours est présente, pas d'allergie contre les bêta-lactamines, donc, amoxicilline, 2 grammes en intraveineux, vous voyez la différence. Donc, amoxicilline en IV, en association au gentamicine, 1,5 mg. Donc, avant le geste, donc en perfusion avant le geste. Donc, gentamicine en IV, amoxicilline en IV. Donc, ça, c'est avant le geste, je répète, en perfusion. En accompagnant, donc, avec plutôt de l'amoxicilline
Péros, 6 heures après le geste. Donc, si nous avons un geste superficiel, l'amoxicilline Péros, elle suffit. Si on a un geste qui est plus invasif, intervention urogénitale ou digestive par voie cilioscopique, ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, donc 2 antibiotiques à administrer. L'une par voie intraveineuse en perfusion et l'autre après le traitement, ou bien après l'acte de 6 heures, c'est l'amoxicilline per os. Ça, c'est le premier cas si vous avez un patient qui n'a pas d'allergie au bêta-lactamine. Le deuxième cas, donc si le patient il a une allergie au bêta-lactamine et il doit subir un geste plus invasif que des soins dentaires, vous allez passer aux molécules plus puissantes. Là voilà, le traitement de dernier recours, la molécule la plus puissante contre les germes gram-positifs, c'est la vancomycine. Cette dernière, elle est à administrer 1 gramme, ou bien administrer à dose 1 gramme, pendant une injection intraveineuse en 60 minutes, toujours en perfusion, en association avec de la gentamicine. Donc la prophylaxie là, elle est plus lourde et plus chargée. On y va 30 minutes en perfusion avant le geste. Donc premier cas, pas d'allergie au bêta-lactamine, perfusion avant le geste et relais amoxicilline Péros 6 heures. Deuxième cas, s'il s'agit d'une allergie au bêta-lactamine, on ne peut pas administrer l'amoxicilline. Qu'est-ce qu'on va faire? On va associer 2 molécules, un glycoside et un aminoside. Pour le glycoside, c'est le vancomycine onivé. Pour l'aminoside, c'est le gentamicine. Donc, en perfusion avant le geste. Et cette dernière favorise qu'elle ne nécessite pas une administration de 2e dose après le geste. Donc, première ligne qui est à retenir, geste superficiel, amoxicilline, pas d'allergie. L'érythromycine, toujours Péros s'il s'agit d'allergie. La deuxième qui est la plus compliquée ou bien la plus lourde, intervention urogénitale ou digestive, qui est plus invasive, qui est plus mutilante. Donc, amoxicilline avant le geste, on y va, en perfusion, et l'amoxicilline relais Péros, n'oubliez pas ça, 6 heures après le geste. Donc, ça diffère, c'est lourd. Ou bien, en cas d'allergie au bêta-lactamine, toujours on passera vancomycine, association gentamicine, on y va. Et dans ce dernier cas, il n'y a pas de relais, ou bien relais Péros comme 2e dose après le geste. Donc ce tableau, il est à retenir par cœur. Donc le traitement, les modalités de traitement, les 2 tableaux. Selon l'antibiogramme, selon la sensibilité et selon le germe qui est culpabilisé là, c'est à retenir. Et la prophylaxie, elle est à retenir. Ces 2 modalités de traitement peuvent être posées dans un contexte clinique. Donc j'espère maintenant que vous pouvez diagnostiquer, traiter et administrer la prophylaxie adéquate chez un patient devant une endocardite bactérienne ou bien un patient qui est susceptible de développer cette dernière, soit un geste invasif ou bien voie aérienne supérieure, soin dentaire ou bien un geste plus invasif, intervention chirurgicale, digestive ou génitale. Donc ça c'est tout pour l'endocardite bactérienne. Donc toujours bon courage dans vos préparations. J'espère que les 3 vidéos sont utiles. On va voir prochainement, prochain titre dans les pathologies infectieuses ou bien inflammatoires. On va traiter une autre pathologie qui est grave, qui est la péricardite. Donc, merci pour votre attention. Toujours bon courage et à la prochaine dans l'endocardite, chers étudiants.